Bonjour, je vais vous présenter la place du contrôle perceptivo-moteur dans la rééducation de l'épaule. Et après les deux exposés de nos deux chercheurs Serge Mesure et Ludovic Baran, je vais plutôt prendre des exemples cliniques et on va partir de l'exemple d'un winch. Alors, les winches sont des pièces compliquées qui comprennent de nombreuses articulations. Ces articulations vont être mobilisées par des winchers, par des muscles qui vont permettre de mettre en tension les écoutes, les tendons. Parfois, il y a sur un même bateau, en même temps, il y a plusieurs winchers parce qu'il y a plusieurs réglages à faire. Ensuite, tous les équipiers doivent être bien coordonnés et doivent transférer des masses pour bien équilibrer le bateau. Mais tout cela ne servira à rien s'il n'y avait pas un objectif à atteindre avec la meilleure performance possible et la meilleure trajectoire. Et ça ne peut être réalisé que s'il y a un skipper qui a une idée bien précise de la tâche qu'il veut faire effectuer à son équipage. Pour réaliser une tâche, nous ne sommes pas tous égaux, puisque vous savez que parfois il peut y avoir des dyskinésies de la scapula, et parfois la dyskinésie de la scapula tourne au sommet du contrôle moteur, puisque ce sujet est capable de bouger complètement volontairement, et on pourrait dire entre guillemets anormalement son épaule. Donc face au contrôle moteur, nous ne sommes pas tous égaux. La particularité de l'épaule, c'est qu'elle bouge dans les trois dimensions, et donc certains muscles vont en plus changer d'action au cours du mouvement. Si vous vous basez sur l'étude de Fabre et Gerber qui ont modélisé tous les muscles de l'épaule dans les trois dimensions, on s'aperçoit que les faisceaux de l'infraépineux et du subscapulaire, pour les faisceaux inférieurs, ils sont adducteurs au début du mouvement et vont devenir abducteurs au fur et à mesure que l'amplitude augmente. Donc, pour un même muscle, il ne faut pas qu'il se mette en action de façon on-off, mais qu'il mette en action uniquement les fibres qui sont au-dessus de l'axe de mouvement. Sinon, vous allez avoir un blocage du mouvement qui va se produire et le sujet va essayer de débloquer, c'est ce qu'on appellera la dystonie. Dans une démarche BP, il y a trois éléments: l'expertise clinique du praticien, le patient auquel il va falloir s'adapter précisément, et les données scientifiques. Donc en ce qui concerne les données scientifiques, je ne m'y attarderai pas puisqu'on a eu deux exposés brillants de Serge Mesure et de Ludovic Marin. Je vais plutôt donc m'orienter sur les deux premiers éléments. Alors si l'on détaille ce qui se passe chez le patient, il y a plusieurs éléments. Il y a le biologique, le psychologique et le social. Et nous allons voir comment, en fonction de ce que l'on perçoit, il va falloir adopter des stratégies différentes. Alors pourquoi adopter des stratégies différentes? Parce que si vous prenez une population représentée par cette courbe de Gauss et que vous appliquez le protocole bleu, vous allez couvrir la majeure partie de la population. Et c'est le cas idéal. Mais en fait, en biologie, ça ne se passe pas comme ça. En fait, en biologie, les courbes sont toujours très étalées. Il y a les nains, les géants, les grands, les petits. Dans le contrôle moteur, il y a les doués, les pas doués, vous le savez tous. Et donc, si vous appliquez votre protocole, vous avez de grandes chances, comme moi, de vous trouver d'un côté ou de l'autre de la courbe et vous allez rater plus de 50% des patients. Donc, il faudra parfaitement adapter les protocoles à chaque sujet en fonction du bilan. On a tous rêvé et on rêve tous d'avoir l'exercice idéal, l'appareil idéal qui va fonctionner chez tout le monde. Mais en fait, ne rêvez pas. Il n'y a pas l'exercice que vous allez pouvoir donner au patient et qui va régler ses problèmes. Il va falloir analyser précisément ce qui se passe chez chacun et trouver au bon moment, pour la bonne personne, quel est le bon exercice. Donc pour éviter les fausses routes et les pertes de chance du patient, nous allons réaliser un bilan précis, détaillé, mais qui se fait relativement rapidement. Donc, on débute par une évaluation de la mobilité passive qui va nous permettre d'avoir une idée de la cinématique articulaire. On va mesurer les amplitudes d'inflexion, abduction, cross-arm au niveau de l'acromioclaviculaire et réaliser un geste actif, le C-test, qui va être un bon marqueur du fonctionnement de l'épaule. Nous allons faire ensuite le tour du propriétaire de cette épaule en mettant en tension les différents éléments.
non pas pour faire un diagnostic tissulaire, mais pour vérifier l'activation non douloureuse des différentes structures. Donc nous commençons par l'abduction, puis la rotation latérale à 90 degrés, ensuite la rotation médiale, puis nous allons mettre en tension les tissus de l'espace sous-acromial avec le test de Neer et le test de Hawkins. Premier cas, un patient qui a des amplitudes strictement normales et qui par contre présente un job douloureux avec un déverrouillage lors du test. L'histoire clinique ne cadre pas avec une rupture de coiffe, donc je vais compléter ce bilan par un test les yeux ouverts en fixant un point. Et là, la douleur est à 3 et la force est à 7 kg. Je lui fais fermer les yeux, la douleur est à 0 et la force passe à 14 kg. C'est donc une entrée oculaire. Avant de le rééduquer, il est nécessaire de l'envoyer faire un bilan et une rééducation orthoptique. Ce jeune patient de 16 ans présente des douleurs et une sensation d'instabilité depuis 3 ans. Il a été rééduqué, il a eu 2 avis chirurgicaux. Heureusement, on n'a pas retenu de stabilisation chirurgicale de cette épaule. Le bilan montre une asymétrie tonique posturale et quand on lui fait poser les chaussettes, on voit qu'il a le gros orteil qui n'appuie pas. Donc avant de le rééduquer, il va falloir rééquilibrer ce problème postural, sinon vous allez perdre 3 ans de plus. Une fois réglé d'ailleurs le problème postural, la rééducation a été très rapide. Pour en finir avec ces problèmes posturaux, cette patiente qui présente des douleurs qui sont réfractaires à tout traitement, qu'elle a une limitation d'amplitude, on voit qu'elle n'arrive pas à lever l'épaule droite, elle ne lève pas non plus le bras droit, et en fait il y a un défaut au niveau de l'articulation temporomandibulaire, et c'est une entrée occlusale. Donc une fois réglé ce problème, nous allons voir que l'épaule a récupéré sa mobilité. Donc, elle est passée dans les mains de nos associés qui sont spécialisés en maxillofacial, et donc voilà le bilan une fois réglé le problème temporomandibulaire. Quid de l'hyperlaxité, qui n'est pas une maladie? Elle peut certes compliquer parfois le contrôle moteur, mais ça n'empêche pas d'avoir des récupérations complètes. Il faut l'évaluer par le score de Beighton qui va vous donner une idée pour savoir si c'est une hyperlaxité qui est localisée à une articulation ou si c'est par contre dans un contexte plus général. Pour la rééducation, vous allez avoir le choix entre 2 tactiques, soit utiliser la stratégie des contraintes, soit aller puiser dans la mémoire procédurale. Ludovic Marin a présenté et développé la théorie des contraintes. Donc, quand vous avez un organisme, un environnement et des tâches, tout l'art du kinésithérapeute va être de réguler ces 3 éléments pour les faire interagir et pour aboutir à la coordination. Quand c'est possible, nous préférons aller puiser dans la mémoire à long terme et dans la mémoire procédurale des gestes qui ont été appris et qui sont ancrés depuis bien longtemps. Le sujet a simplement perdu les voies d'accès de ses programmes moteurs et il faut juste lui permettre de les retrouver. À ce moment-là, le résultat peut être beaucoup plus rapide. Donc voyons le cas de cette volleyeuse qui a perdu complètement le contrôle moteur de son épaule. Nous allons le voir par la suite. Elle présente une mobilité strictement normale. Par contre, tous les tests sont douloureux. Et elle présente 3 internal impingement antérieur, supérieur et un glénoïdium postéro-supérieur. Bien que l'entretien avec ces patients soit toujours un peu délicat et impressionnant la première fois parce que la perte de ce contrôle moteur les angoisse énormément, l'entretien montre qu'en fait on a affaire à essentiellement un problème bio. Nous réalisons le test du tenu lâché et donc nous voyons qu'elle a absolument aucun sens du positionnement articulaire et de la force puisque quand on lâche son bras part dans tous les sens et nous allons voir maintenant qu'après rééducation elle arrive à parfaitement contrôler cette articulation. Et donc alors qu'elle avait arrêté le volleyball, elle a pu reprendre. Alors cela ne s'est pas fait tout seul, nous allons voir maintenant les exercices que nous avons réalisés. Je vous laisse ici regarder différents exercices qu'on peut faire effectuer à ce type de patiente. Voilà, j'effectue sur la droite des diagonales de Kabat qui vont permettre de bien synchroniser l'action du membre supérieur avec le tronc et ceci en position verticale pour une meilleure intégration.
Cette patiente vient de m'envoyer sa vidéo, je l'ai rééduquée il y a 4 ans pour une instabilité multidirectionnelle chronique. On lui avait dit qu'il fallait qu'elle renonce à son ambition d'être infirmière, elle est actuellement en 2e année, elle va passer en 3e année. Et le résultat est donc parfaitement stabilisé. On effectue un bilan. En mobilisant cette jeune patiente, on s'aperçoit qu'elle a complètement perdu le contrôle moteur de cette épaule, elle ne sait plus comment la faire bouger sans créer d'instabilité. Donc, on choisit comme stratégie d'aller plus dans les mémoires procédurales. Au préalable, il faut normaliser son fonctionnement articulaire. Puis on va mobiliser cette épaule en essayant de la garder centrée, en lui montrant qu'elle peut bien fonctionner, en essayant de retrouver les voies d'accès au contrôle moteur. Puis on peut s'aider de l'épaule contralatérale. On peut mettre de la compression qui va réveiller les schémas archaïques qu'on a maturés lorsqu'on était en quadrupédie. Et petit à petit, on essaie de bien intégrer le mouvement de la scapula au mouvement global, toujours en mettant de la compression dans la mesure de la tolérance. On va lui donner des exercices de mise en compression de son articulation en faisant de la double tâche pour éviter qu'elle se polarise sur son épaule. On va augmenter progressivement la mise en charge de cette épaule en augmentant la complexité des tâches à effectuer. On voit sur ces vidéos que les exercices sont réalisés de plus en plus facilement, donc elle oublie de plus en plus son épaule et retrouve ses programmes de stabilisation. Une jeune patiente qui a complètement perdu le contrôle moteur de son épaule depuis plusieurs années, elle vit luxée en permanence. Donc tous ces patients me sont envoyés par des confrères qui ont du mal à trouver la solution, et je les comprends. Donc elle, je n'ai pas trouvé la solution non plus. J'ai tenté de lui donner des exercices que nous allons voir. Nous voyons que le lancer de balle ne semble pas une meilleure solution, puisque malgré l'objectif qu'on lui donne, elle ne trouve pas le contrôle moteur de son épaule. Par contre, quand on lui fait effectuer une double tâche avec des sauts et des haltères dans les mains, elle a un meilleur contrôle moteur de son épaule. Nous lui donnons donc ces exercices à effectuer à domicile. Donc elle a poursuivi la rééducation avec son kiné, mais il s'agissait en fait d'un problème plutôt psychosocial et familial. Et en fait, nous l'avons revue plusieurs années après, étudiante, sans aucun problème d'instabilité d'épaule, en menant une vie tout à fait normale. Donc comme quoi il faut bien savoir s'adapter à chaque cas, il ne fallait pas s'entêter à régler ce problème-là alors l'origine était autre. Cette jeune étudiante qui était sportive de haut niveau a été opérée d'une instabilité d'épaule. On voit qu'elle a une dysplasie glénoïdienne. La vis est un peu longue et vient titiller derrière l'infraépineux. Elle a été opérée à 3 reprises et elle se luxe toujours. Elle a perdu le contrôle moteur de son épaule. Et elle est hyperalgique et ne sait plus comment bouger. Elle présentait un énorme défaut de fonctionnement articulaire avec une limitation importante de l'adduction due à un spin en rotation médiale. Donc nous corrigeons d'abord ce spin, nous lui montrons que son épaule fonctionne bien, on répète les mouvements en restant en dessous du seuil douloureux pour ne pas déclencher des influx nociceptifs, et nous voyons sur la vidéo de droite qu'elle commence un peu à pouvoir relever le bras et elle est étonnée, elle ne comprend pas de ce qui se passe, mais elle va retrouver dans ses mémoires procédurales le bon fonctionnement de cette épaule. Donc nous allons intégrer progressivement les mêmes exercices que nous avons effectués sur la volleyeuse, mais la partie manuelle de ce traitement est extrêmement importante car il y avait une réelle raideur articulaire avec un dysfonctionnement.
et donc il faut retrouver en particulier un bon glissement de l'infraépineux autour de la pointe de la vis pour qu'elle recrée une boutonnière dans ce muscle qui ne soit pas douloureuse, car le fait de ne pas bouger en fait l'a aggravé. Et nous voyons qu'elle a progressivement récupéré une épaule qui est bien mobile et fonctionnelle, et elle a pu reprendre complètement le sport. Nous allons voir maintenant quelques exercices de base. Tout d'abord, quand on mobilise un patient, que ce soit en passif ou en actif aidé, il faut bien restaurer le couplage fonctionnel qu'il y a entre le coude et l'épaule, qui est assuré par le long biceps et le long triceps. On peut le faire ensuite en actif, en tenant un objet, pour finaliser le geste. Dans le geste, il va falloir programmer l'impact avec la balle, que ce soit un ballon de volley, une balle de tennis, un ballon de hand ou un lancer de baseball. Il faut que le geste soit adapté à la taille de l'objet, à la structure, à la matière, au gonflage, au poids, à l'inertie. Pour améliorer le contrôle, on peut effectuer du travail en double tâche, comme vous le voyez sur ces vidéos, de façon à supprimer une hypertonie contralatérale. On va réaliser des exercices en chaîne semi-ouverte, comme ici contre élastique, le coup de poing avec le transfert du poids sur le membre inférieur. Ensuite, avec la barre vibrante, avec des sauts rotatoires sur 2 pieds, puis sur un pied. Le contrôle perceptivo-moteur fait partie intégrante de la rééducation de l'épaule. Il va falloir s'adapter à chaque patient. Certains patients en ont plus besoin que d'autres. Lors du bilan initial, il faudra déterminer s'il n'y a pas des causes posturales de la perturbation de ce contrôle. Et dans ce cas, il faudra les traiter préalablement. Et ensuite, nous utilisons deux stratégies. Soit la stratégie des contraintes pour recréer de la coordination motrice, soit aller puiser dans la mémoire procédurale les éléments qui sont déjà mémorisés et qu'on n'a plus qu'à rappeler, et il faut remontrer au sujet la voie d'accès à ces programmes.